On va passer au troisième dossier sur l'incontinence urinaire. Alors, encore un gros sujet d'urologie. Je trouve que vous faire 2 cours d'urologie, c'est un peu court. Hein. Il y a tellement de choses à dire, mais bon, c'est pas grave. Donc, dossier incontinence urinaire, c'est un dossier typique. D'accord ? Encore un dossier. Il faut miser sur les dossiers typiques. Hein. N'allez pas miser sur le syndrome de goût de pasture, la patella, machin truc et tout ça. C'est niette. Hein. Il faut miser sur les grands thèmes. À chaque fois, à l'internat, c'est vraiment les grands thèmes. Hein. Et c'est pas parce que c'est le tabac, c'est le cancer du poumon, le côlon, la prostate, c'est tous les grands thèmes. Incontinence urinaire, c'est un grand thème de l'urologie, donc il ne faut pas passer à côté. C'est tout. Oubliez les trucs rares, hein, ça ne sert à rien. Alors, la suite. Comment mènes-tu ton interrogatoire ? Ok. Alors, donc, à l'interrogatoire, je lui demande si elle est ses antécédents de chirurgie abdominopelvienne, notamment si elle a eu des cures de prolapsus. Je lui demande comment se sont passés ses accouchements par voie basse, si elle a eu des épisiotomies ou des épisodes de forceps, si elle a eu une rééducation abdomino-périnéale après ses accouchements. Quels sont ses traitements médicamenteux, si elle a des troubles du transit à type de constipation, si elle a déjà été prise en charge antérieurement pour ses fuites. Je vais préciser les caractéristiques de ces fuites, si elles surviennent à l'effort, à la toux, à la marche. Et je demande si elle a des signes fonctionnels urinaires, pollakiurie, brûlure mictionnelle. Voilà. Alors, des commentaires. Alors, interrogatoire d'une patiente qui vient pour incontinence urinaire, il faut avoir un plan. D'accord ? Le plan, c'est toujours facteur de risque d'incontinence urinaire. À l'occurrence, là, vous vous doutiez que c'était un peu une incontinence urinaire d'effort. Donc, il va falloir effectivement rechercher tout ce qui est facteurs obstétricaux, chirurgicaux, rééducation postpartum, tout ça. D'accord ? Ça, je vous les ai détaillés, donc on ne va pas les reprendre un par un, il faut les connaître. Ensuite, il faut diviser votre truc, là, votre cadre. C'est interrogatoire. L'incontinence urinaire, d'effort en l'occurrence, fait partie des troubles de la statique pelvienne. Donc, il va falloir quand même rechercher les prolapsus associés. D'accord ? Tout cela, vous pouvez le faire à l'interrogatoire en premier. L'interrogatoire va porter sur le plan urinaire, sur le plan digestif, rectal, je ne sais pas comment vous dites ça, et puis sur le plan génito-sexuel. Toujours les 3 plans, toujours les 3 étages, toujours les 3 trucs. D'accord ? Comme ça, vous n'oubliez rien, vous ne méconnaissez pas un autre trouble de la statique pelvienne, et quand vous traitez le tout. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Interrogatoire sur le plan des fuites. Vous lui dites, quantité, nombre de garnitures et le type de garniture, d'accord ? Parce que si la dame, elle vous fait « Ah, je porte 8 garnitures », mais en fait, c'est des mini protège-types, c'est pas pareil que la dame qui porte 4 garnitures, des trucs ultra longs et tout ça, ultra gros, d'accord ? Donc, le type de garniture, le nombre de garnitures, les circonstances de survenue des fuites. Ce qui est très important, c'est le degré de retentissement fonctionnel, d'accord ? Le vécu, ça, c'est important. Une dame qui est très demandeuse d'être traitée, il va falloir la traiter. Une dame qui en a rien, c'est bon, c'est pas la peine. D'accord ? Ensuite, tu es passé un peu vite sur les signes fonctionnels urinaires. Tu m'as dit quoi ? Oui, j'ai dit les troubles irritatifs. J'ai pas parlé des troubles obstructifs. Oui, mais en fait, le mot-clé, il faut effectivement rechercher les signes fonctionnels urinaires dans les incontinences urinaires de la femme. Il faut surtout rechercher ce qu'on appelle l'urgenturie. L'urgenturie, c'est le nouveau terme pour impériosité. D'accord ? On ne dit plus impériosité, on dit urgenturie. C'est hyper important. C'est parce que si vous avez une incontinence urinaire chez une femme comme ça et qui vient en plus, qui dit qu'elle a des impériosités, c'est pas une incontinence urinaire d'effort pur. Il va falloir rechercher autre chose. D'accord ? Donc ça, c'est le signe fonctionnel à rechercher. C'est bien acétamie, pollakiurie, dysurie, tout ça, mais surtout, ce que je veux, c'est impériosité. Vous me modifierez sur la correction, j'ai mis impériosité parce que je me suis pas encore, j'ai oublié de m'adapter, mais c'est urgenturie, vous pouvez le mettre. Et puis si elle a des complications, genre infection urinaire. Ensuite, il faut l'interroger, elle, sur le plan rectal. Effectivement, c'est ce que tu as fait. Constipation, dyschésie. Si elle ne fait pas des manœuvres pour aller à la selle, les manœuvres, c'est quoi ? C'est, par exemple, si elle a un gros prolapsus utérin, si elle est obligée de réintégrer la boule pour aller à la selle. Ça, c'est possible. Oui, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Si je savais qu'on pouvait utiliser le rétroprojecteur, je vous aurais montré des photos.
Ensuite, il faut l'interroger sur le plan génital, si elle a encore des rapports sexuels, si elle a une saillie vulvaire, si elle a des dyspareunies. Voilà. Il faut prendre en compte des 3 à chaque fois. C'est systématique, d'accord? Et surtout, vécu du trouble, retentissement. Ensuite, l'examen physique, la voisine. Alors, on recherche un globe vésical. Elle cherche un globe vésical, d'accord, pourquoi? Bah, complications. Enfin, je sais pas. Non, c'est pas le premier truc, mais. Ouais, non. Manœuvre de Bonnet. On examine les organes génitaux externes. On fait toucher pelvien, toucher rectal. Un examen neurologique. La manœuvre de Bonnet, donc, on voit si elle est positive, si ça disparaît à la manœuvre de Bonnet. Donc, on penche vers. Attendez, qu'est-ce qui disparaît à la manœuvre de Bonnet? Ça, c'est quoi? Bah, les fuites, en fait. D'accord. Il y a une cervicocystoptose. Et donc, on n'a plus de. À la toux, on n'a plus de fuite. D'accord. C'est ça ou pas? Ça, c'est la manœuvre positive. Ça, c'est si c'est positif. Et ça te sert à quoi? Bah, de savoir si c'est un relâchement du plancher pelvien ou insuffisance sphinctérienne. Non? Alors, je commente. Ou tu veux rajouter autre chose? On regarde le testing musculaire, l'examen trophicité, des organes génitaux, puis voilà. D'accord. N'oubliez pas que si c'est une question sur l'examen physique, il faut être rigoureux. D'accord? L'examen physique d'une patiente incontinente, il faut la faire vessie pleine. Il faut établir les choses. D'accord? Si elle vient, elle a pissé, c'est bon, il y a 5 minutes, c'est pas la peine. Hein. Elle retourne en salle d'attente, elle boit 2 litres et ensuite elle revient. D'accord? C'est hyper important. Donc, l'examen, il se fait à vessie pleine. D'accord? Il se fait à l'effort, pour voir si elle n'a pas des... au repos, pardon, si elle n'a pas des fuites spontanées. Et puis, à l'effort de tout et à l'effort de pousser. Vous le marquez hein, sur la correction, j'ai oublié, c'est à l'effort de pousser. On le dit pour ceux qui sont chez vous, vous n'oubliez pas de marquer à l'effort de pousser. Parce qu'après, je vais avoir des... Il se fait debout et en position gynéco. Toujours, voilà, ça c'est les mots-clés d'un examen physique d'une patiente qui vient pour incontinence urinaire. D'accord ? Ensuite, on détaille au repos, bon d'accord, pour voir si l'importance des fuites est telle que même si elle ne fait rien, elle fuit. D'accord ? À l'effort de tout. Ok ? Alors, c'est pas pareil qu'à l'effort de pousser. L'effort de pousser, quand on pousse et qu'on fuit, c'est plutôt en faveur d'une insuffisance sphinctérienne, en fait. D'accord ? Ça oriente vers le mécanisme de l'incontinence urinaire d'effort. C'est juste ça. C'est une subtilité, mais qui sert beaucoup. Ensuite, effectivement, tu as dit trophicité, béance vulvaire, tonus périnéal, petit examen neurologique, juste la sensibilité périnéale, ok. Et puis, il faut rechercher les prolapsus. D'accord ? Mais ça va se voir toujours à l'effort de tout, de pousser. Mais ce que je voulais vous faire dire, c'est qu'il fallait mettre à tout prix vessie pleine, debout, position gynéco, repos, tout, pousser. C'est ça que je voulais vous faire dire. Ensuite, la manœuvre de Bonnet, qui s'écrit comment ? Oh, d'accord. Manœuvre de Bonnet, ok. Non, parce qu'il y en a qui écrivent ça n'importe comment, donc il vaut mieux pas l'écrire dans ce cas-là. Comment tu fais la manœuvre de Bonnet ? Si on te... Comment tu fais ? T'en as déjà fait ? Qui en a déjà fait ? Héloïse, comment tu fais la manœuvre de Bonnet ? On annule non, mais on rentre, réintègre, on réintègre, voilà. Annulé. Voilà, tout ce qui ptose, quoi. Et après, non mais tout, oui, j'ai compris. Les différents étages. Après, on met un doigt de chaque côté de la vessie. Un doigt de chaque côté de chaque côté, non pas de la vessie, de l'urètre. D'accord, un doigt de chaque côté de l'urètre, de part et d'autre. De part et d'autre, on maintient et on demande de tousser. Et on regarde si ça fuit ou pas. On maintient ? Ouais. Enfin, on refoule le cul-de-sac vaginal antérieur. Donc en fait, on repositionne le col. On réaligne l'urètre avec le col. D'accord ? Et on demande à la patiente de tousser. Et on regarde s'il y a des fuites ou pas. La manœuvre est effectivement positive s'il n'y a plus de fuite. Dans ce cas, effectivement, c'est en faveur d'une incontinence urinaire d'effort par cervicocystoptose. Cervicocystoptose, c'est un mot très compliqué, mais si on décortique, c'est logique. Hein. Ptose. Cervico-col, cysto, vessie. Voilà, ça veut dire... Donc ça, c'est plutôt en faveur d'un bon résultat de la chirurgie
des bandelettes sous-urétrales de maintien, en fait, de soutènement sous-urétral. Faut vraiment que si on vous dit à quoi sert la manœuvre de Bonnet, il faut dire c'est en faveur d'un mécanisme de cervicocystotose, donc qui présage en fait d'un bon résultat de la chirurgie. D'accord ? Et c'est systématique, la manœuvre de Bonnet. Donc, encore une fois, orthographiez-le bien, parce que, effectivement, ça va être un mot-clé si vous avez un dossier d'incontinence. Vous l'écorchez même d'une lettre, vous oubliez un N, vous mettez un T, vous mettez un accent, c'est 0. Alors, l'examen clinique est normal, je vais répondre. En dehors des fuites, quel est votre diagnostic? En fait, là, c'était une question pour rien, mais juste pour vous faire dire incontinence urinaire d'effort pur. Parce que vous allez justifier, il faut absolument justifier le diagnostic avec le terrain, voilà. Mais ce que je voulais absolument vous faire dire encore une fois, c'est dire qu'il n'y a pas d'impériosité. D'accord? Alors, quels examens complémentaires dois-tu effectuer? J'ai un bilan urodynamique avec une courbe de demi-vétrie et une cystomanométrie avec mesure de la capacité vésicale maximale. J'essayais de trouver des trucs, voilà. C'est tout ce que tu as fait? La voisine, elle a mis quoi? Je passe. La voisine, elle a mis quoi? Bah, comme elle. Juste le bilan urodynamique. Un ECBU, il faut être médulaire en uro. OK? Créate, d'accord. Vous avez mis quoi d'autre? Si vous avez mis des choses. Donc, je vais vous aider. Catalogue mictionnel. Systématique. C'est quoi le catalogue mictionnel? C'est un carnet, oui. Elle explique le nombre de fuites, le nombre de mictions volontaires, involontaires. Ouais, c'est hyper important ce qu'elle dit. Le micro, Déborah. Merci. Donc le carnet mictionnel, enfin, c'est un agenda mictionnel, donc elle va décrire le nombre de mictions qu'elle a par jour, qu'elles soient volontaires ou pas, le nombre d'incontinences, enfin oui, ces épisodes d'incontinence, de fuite, de fuite, le fait que ce soit nocturne ou diurne, évaluer si elle peut les quantités et éventuellement ses apports hydriques. Exactement, c'est ça le catalogue mictionnel. Et c'est hyper important pour la prise en charge, pour la compréhension du mécanisme, pour le traitement ultérieur. Le catalogue mictionnel, c'est plus. D'accord? Vous faites ECBU, vous faites créate, très bien. Il faut faire le catalogue mictionnel. Ensuite, je vous ai mis dans la correction pas de test. Alors, le pas de test, c'est pas recommandé. Le pas de test, c'est quoi? C'est quand l'incontinence urinaire, elle n'est pas facilement objectivable à l'examen clinique. D'accord? Ça peut arriver. Et dans ce cas, ce qu'on fait, c'est qu'on hospitalise la patiente, on lui met des couches, on la fait boire, on lui dit va faire 10 étages. Ensuite, elle revient, on pèse des couches et on regarde s'il y a une différence. Et effectivement, si elle a fui, voilà. D'accord? C'est pour objectiver l'incontinence urinaire, c'est pour que vous sachiez que ça existe. D'accord? Alors, ensuite, je vous ai mis des examens, mais ce n'est pas les examens de première intention. Alors, on va parler du bilan urodynamique. Quand tu as fait etc., etc. Vous savez tout ce que c'est. Si vous ne savez pas, il ne faut pas le mettre. C'est toujours le même principe. C'est quoi, Déborah? Bilan urodynamique. Qu'est-ce que tu connais dessus? Le micro. Merci, ça se fait en plusieurs parties. La première, c'est une débimétrie. Donc, c'est quoi la débimétrie? C'est clair pour tout le monde? Parce qu'il ne faut pas que je perde de temps hein, si c'est clair. On pisse au-dessus d'un débimètre. Elle parle comme une urologue. On pisse, ouais. C'est comme ça qu'on dit, non? Ouais, d'accord. Non, je sais pas, c'est une question? Ouais, on urine. D'accord, bon, on urine alors, désolé. Non, on pisse, c'est bien. On est entre nous. D'accord, bon, on pisse. Donc, bon, bref, débimétrie, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la ça sert à quoi? Calculer le débit urinaire. Et ça sert à quoi? Obstruction. Voilà, c'est pour mettre en évidence une dysurie. Voilà. D'accord? Très bien. Ensuite, cystomanométrie. Ouais. Donc, on remplit la vessie avec de l'eau ou du gaz et on recueille les sensations d'envie d'uriner de la patiente jusqu'à ce qu'elle veuille uriner. Ça sert à quoi, ça? De recueillir les sensations? Étudier les pressions. Alors, les sensations, pression, c'est pas pareil. Hein. Ça va correspondre à des pressions sur un ordinateur qu'on va voir. Alors, deux choses. Tout ce que tu dis est bon. Les sensations, effectivement, on va retenir. Ah oui, et on va voir aussi s'il n'y a pas des contractions vésicales qui vont nous orienter vers une autre étiologie, enfin un autre mécanisme. D'accord. Alors, moi, je sais de quoi elle parle, donc ça va. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi elle parle, c'est... Alors, elle a dit plusieurs choses. Elle a dit sensation. Effectivement,
On recueille les sensations, c'est-à-dire, oui, le premier besoin, c'est-à-dire, oh, ça y est, j'ai un petit besoin, ok. Deuxième, oh, bah là, j'ai vraiment un besoin. Troisième, ah, faut vraiment que j'aille pisser. Ah, trop tard, là, ça fuit, là. D'accord ? En fait, ça sert à tester la sensibilité de la vessie. Il y a des vessies qui sont hyposensibles, hypersensibles, voilà. Ensuite, elle a dit les pressions dans la vessie. Effectivement. Ça sert à quoi de recueillir les pressions dans la vessie ? Ouais. Surtout à mesurer la compliance vésicale. D'accord ? Delta V sur delta P. Compliance. Okay. Ensuite, on mesure aussi la capacité vésicale fonctionnelle de la vessie. On remplit, on regarde jusqu'à où la patiente peut, jusqu'à combien elle peut contenir. Et voilà. C'est hyper important. Les patients qui ont une petite vessie qui fait 100 cc, tu m'étonnes qu'elle pisse tout le temps. D'accord ? Donc, capacité vésicale, on a dit sensibilité vésicale, on a dit compliance. Et puis, tu as dit la contraction. Voilà, je cherchais. Les contractions, ça sert en fait à apprécier la stabilité de la vessie. D'accord ? Quand on a une incontinence urinaire par impériosité, effectivement, on a des contractions non inhibées de la vessie, c'est-à-dire la vessie qu'on contracte alors que ce n'est pas du tout concomitant avec une miction. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Donc voilà, c'est des contractions qui... C'est ce qu'on appelle les contractions. C'est la stabilité de la vessie qu'on objective en fait. D'accord ? Ensuite, toi, qu'est-ce que tu fais ? Et la troisième étape, on fait la profilomètrie de l'urètre. Alors, ça sert à quoi, ça ? Ça sert justement à dépister une insuffisance sphinctérienne. D'accord. Et donc, on met une sonde et on la retire progressivement et on mesure la pression. D'accord. C'est la pression de clôture de l'urètre, en fait. D'accord ? C'est effectivement pour objectiver une insuffisance sphinctérienne. D'accord ? Parce qu'il y a deux types d'incontinence urinaire d'effort, vous le savez, insuffisance sphinctérienne et puis hypermobilité urétrale, cervicocystoptose. D'accord. Est-ce que tu connais autre chose dans le bilan aérodynamique ? Le dernier truc, ce serait peut-être le résidu post-mictionnel à l'écho. Alors, le résidu post-mictionnel fait partie. En fait, tu le fais juste après la débimétrie. Elle fait pipi dans le débimètre et ensuite tu mesures le, le résidu post-mictionnel. Ça sert à quoi, ça ? C'est un signe de dysurie. D'accord ? Si vous avez un résidu post-mictionnel, c'est valable pour l'adénome de prostate, c'est un signe de dysurie. Capacité à non vider sa vessie correctement, dysurie. Résidu post-mictionnel égale stase, égale infection, égale lithiase. C'est toujours juste entre parenthèses. Et on a un autre examen dans le bilan aérodynamique qu'on ne fait pas tout le temps, mais dans un contexte très particulier, c'est l'électromyogramme du sphincter strié. D'accord ? Ça, c'est pour tout ce qui est vessie neurologique. Les patients qui ont des scléroses en plaques, des traumatisés médulaires, les paraplégiques, tout ça, on fait l'électromyogramme du sphincter strié pour mettre en évidence ce qu'on appelle la dysynergie vésico-sphinctérienne. C'est-à-dire la vessie n'est plus en accord avec le sphincter. Quand on a envie de faire pipi, la vessie ne se contracte pas, le sphincter s'ouvre. Quand ils ont plus envie, le détrusor se contracte, le sphincter se ferme. C'est n'importe quoi. D'accord ? Ça, c'est... Voilà. Comment ? Ouais. Alors après, c'est quand est-ce qu'on fait le bilan ? Parce que c'est bien beau tout ça, ça a l'air très compliqué. Quand est-ce qu'on fait le bilan ? On fait en même temps la question suivante. Je vous dis, dans le consensus, d'accord ? Dans le consensus, comme vous adorez les consensus, on ne fait pas le bilan aérodynamique pour le diagnostic qui est clinique. Incontinence urinaire d'effort, c'est un diagnostic clinique, d'accord ? Mais alors pourquoi on le fait ? On le fait en fait avant toute chirurgie. Déjà, si vous envisagez de l'opérer, il faut faire un bilan aérodynamique. Pourquoi ? Ça permet un peu de comprendre le fonctionnement vésico-sphinctérien. On recueille des paramètres qui sont à visée pronostique, qui vont nous permettre de dire oui, la chirurgie va vraiment marcher ou bof. S'il y a une insuffisance sphinctérienne, on se dit bof, les bandelettes sous-urétrales vont peut-être pas si bien marcher que ça. D'accord ? Et vous avez une valeur de référence en fait. Si un jour elle a été traitée chirurgicalement, elle revient, elle fuit, vous refaites un bilan aérodynamique, vous savez de quoi elle part, et puis vous comparez. D'accord ? Donc avant toute chirurgie, oui, on en fait. Ensuite, les autres indications, c'est simple, hein, c'est les incontinences urinaires qui sont compliquées et qui sont récidivées. Échec du traitement chirurgical de première intention. D'accord ? Ou les trucs compliqués. Compliqués, ça comprend quoi ? Ça comprend impériosité. D'accord ? Ça comprend blessés médulaires, pathologie neurologique en plus. D'accord ? C'est ça. C'est ça les autres indications. Je vous les ai mis en détaillé, mais vous les résumez comme ça. Incontinence urinaire complexe ou compliquée. D'accord ? Alors, 6e question, qu'est-ce que tu proposes comme prise en charge ? Je ne sais plus où on en est. Une rééducation. Là. Une rééducation. D'accord.
Vésico-sphinctérienne, je crois. Voilà. C'est tout. Héloïse, étoffe un peu la réponse de ta camarade. J'ai mis perte de poids, je crois. Ouais, c'est bien. Elle a dit... Elle a dit... Perte de poids. Ok, mais c'est bien. Quoi d'autre? Et j'ai mis traitement éventuel d'une constipation et d'une toux. Et d'une toux, d'accord, très bien. Bah, tu vois, c'est pas tout ce que tu as mis. C'est bon ce que tu as mis. Alors, pour la rééducation, qu'est-ce que vous avez mis exact? Un petit coucou au caméraman. J'en étais sûre. À chaque fois que je dis rééducation, vous dites biofeedback, alors que c'est marqué d'accord dans tous les bouquins, sauf que c'est pas la meilleure technique de rééducation. Avant le biofeedback, je pense qu'il y a une ligne avant ça qui dit rééducation manuelle par un kiné. Non, ils vous disent pas ça. Je suis sûre que si. Le biofeedback, c'est la technique de deuxième intention aussi, voilà. La rééducation manuelle, c'est-à-dire qu'il faut un bon kiné qui met les 2 doigts dans le vagin et qui demande à la patiente de contracter. Ça, c'est la meilleure technique de rééducation, de remusculation du plancher pelvien. Ouais, c'est un petit peu bizarre. Et voilà, exactement. Alors que le biofeedback, c'est une autre technique qui est un peu compliquée, d'accord? Ce n'est pas la technique qui marche le mieux en plus. Donc, voilà. Vous connaissez que ce terme parce qu'il est un peu bizarre, vous aimez les termes bizarres, mais voilà. Biofeedback, c'est rendre conscient ce qui est inconscient, en fait. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Et vous dites, oui, traitement chirurgical en cas d'échec de rééducation. Mais c'est quand est-ce que vous dites qu'il y a un échec de la rééducation? Combien? 15 séances. Alors, si elle a fait une séance tous les 15 jours, et si elle a fait une séance tous les mois, mais pendant 15 mois, 15 séances rapprochées. 3 mois, j'entends. Ben, c'est simple, ça ne s'évalue pas en nombre de séances. Ça s'évalue en termes de progression de la patiente. Tant qu'elle progresse, tu lui fais des séances de kiné, ça va marcher. D'accord? À un moment donné où elle stagne, elle ne progresse plus, c'est bon, chirurgie. C'est ça. Ça ne se compte pas en nombre de séances. Elle peut avoir 45 séances, mais elle progresse tout le temps. Et elle peut avoir 4 séances, c'est bon, elle n'y arrive plus, chirurgie. D'accord? Vous n'avez pas à connaître les différentes techniques chirurgicales, bien sûr, c'est un peu compliqué. Voilà. La 7e question, on ne va pas la faire. On ne va pas la faire. Elle est hyper détaillée, elle fait tout ça. Hein. D'accord? Mais il faut l'apprendre. Parce que vous avez une question qui est anesthésie locale, loco-régionale, générale, je sais pas quoi. Vous ne savez pas quoi apprendre dessus. C'est juste un genre de question qu'on peut vous donner. D'accord?